Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième webinaire sur les projets en lien avec l'action CYPRE. Donc vous êtes déjà 51 connectés, donc je propose qu'on démarre dès maintenant. Donc aujourd'hui, le webinaire va porter sur l'étude de la résilience des systèmes innovants CYPRE vis-à-vis du changement climatique qu'on a pu approcher grâce à la mobilisation d'un OAD qui s'appelle Azalée. Je vais laisser mes collègues, Alice Vallès et Eva Deschamps, se présenter, réaliser cette présentation. On se donne, comme sur les précédentes éditions, 25 minutes de présentation et ensuite, autant de questions. Ces questions, vous pouvez déjà, les poser au fur et à mesure dans le chat et on les reprendra, en fin de présentation. Alice et Eva apporteront les précisions nécessaires, heu, si jamais ça venait à manquer lors de la présentation. Sans plus tarder, Alice, je te laisse la parole. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Parfaitement. Parfait. Donc, Alice Vallès, moi je suis, ingénieure d'études chez Arvalis et je suis, plus particulièrement donc chargée de projet Azalée dans le pôle, économie et stratégie d'exploitation et je vais vous présenter donc, une étude, donc l'étude de la résilience des systèmes innovants, CYPRE, vis-à-vis du changement climatique et on va, mobiliser, donc un outil qu'on explorera aujourd'hui ensemble, donc l'outil Azalée et on verra son application sur la plateforme Cyproloragay et peut-être avant de débuter, je laisse Eva, se présenter puisqu'elle va intervenir, aussi. Oui, bonjour à tous, Eva Deschamps, je suis ingénieure régionale, en région, sud, pour Arvalis et entre autres, je suis aussi responsable de la plateforme, Cyproloragay. Donc c'est une plateforme qui est située, dans le sud-est de Toulouse et dont on va vous parler un peu plus, aujourd'hui, dans le cadre des résultats que présentera, qu'on va vous présenter avec Alice. Alors on voulait en guise d'introduction, vous présenter un petit contexte, enfin des petits éléments de contexte. Donc on se place, dans le cadre de l'étude du changement climatique. Donc, aujourd'hui, on peut dans un premier temps, se pencher sur les tendances, climatiques qu'on peut observer, sur du climat réel et donc on constate, notamment en prenant l'exemple de l'indicateur climatique, qui est la température, des évolutions qui sont marquées, plus particulièrement sur les 25 dernières années et qui vont avoir des conséquences importantes, sur l'agriculture. Et plus particulièrement, on peut, mesurer donc, à la fois des tendances à l'augmentation, mais également, tendances à la variabilité. C'est-à-dire qu'on va avoir à la fois des augmentations, sur nos indicateurs, mais également, indicateurs qui vont être plus variables. Donc on parle ici, de la température, mais, on a ces effets-là également sur d'autres effets climatiques tels que la pluviométrie, l'évapotranspiration, en tout cas des indicateurs qui vont avoir des impacts importants sur les cultures. Et donc on a cette notion, d'aléas et de risques, climatiques qui vont être, impactants et qui vont, être intéressants de mesurer, sur les systèmes de culture. Donc dans ce contexte, changeant donc changement climatique, on va avoir besoin d'évaluer la performance de nos systèmes agricoles. On peut le faire d'une part, en évaluant, ces systèmes en valeur absolue, en se situant, donc en comparant, des situations et dans notre cas, on va aller se projeter et particulièrement, on va aller anticiper, les conséquences d'une évolution, pressentie, donc dans notre cas, le changement climatique. Et dans ce cadre, on va avoir besoin d'outils, qui vont nous aider à accompagner les transitions et développer, la multiperformance des exploitations agricoles. Et donc ces outils,
on va vous les présenter, enfin, on va vous présenter donc un outil qui a pour intérêt justement de prendre en compte, cette notion de risque et d'aléa, qui est l'outil Azalea. Azalea, c'est un comparateur d'assolement. C'est un outil qui a été créé, en 2019. C'est un livrable d'un projet du même nom qui avait eu lieu en Poitou-Charentes, qui était, financé par l'Agence de l'eau Adour-Garonne et qui, mobilisait, différents partenaires, Arvalis, Terre Innovia, la chambre d'agriculture de la Vienne, de Charente-Maritime et l'INRAE. Et donc cet outil avait pour intérêt justement de prendre en compte les aléas, donc la notion de risque et de placer l'assolement comme levier de gestion des risques. Et les risques, qui sont intégrés dans l'outil sont, plus particulièrement donc l'aléa climatique et la variabilité économique. Donc voilà, et donc l'idée, derrière cet outil, c'est, d'aller, intégrer donc différents assolements qui vont être définis au préalable, des scénarios, d'assolement, et qui vont être définis, sur la base de questionnements qu'on va pouvoir se faire, de problématiques, en lien avec, notre territoire. Et on va pouvoir, grâce à l'outil, comparer ces scénarios d'assolement et visualiser des indicateurs de performance et de prendre en compte notamment la variabilité. Heu, dans notre cas, là, j'ai l'intérêt, enfin la notion de risque. Donc comment prendre en compte, l'aléa climatique dans nos outils? En fait, Azalea va avoir la possibilité de s'appuyer sur des bases de données, donc des bases de données, climatiques, notamment, et en l'occurrence, on va pouvoir, donc travailler avec les fichiers, du GIEC, en fait, les scénarios du GIEC, qui, nous sont mis à disposition grâce au travail de Météo France et des laboratoires de climatologie en France, qui mettent à disposition en fait, ces scénarios climatiques. Les scénarios climatiques en question, il en existe, 4, issus donc du dernier rapport du GIEC. Donc les plus connus sont le scénario RCP 4.5 qui correspond à une stabilisation des émissions de gaz à effet de serre, et le scénario RCP 8.5 qui correspond à la situation pessimiste si on ne fait rien. Et donc, dans Azalea, donc nous, on va aller, regarder des périodes de temps de 20 ans, et on va plus particulièrement, comparer 2 périodes de temps, une période, de passé proche, donc 1986-2005, et une période future. En l'occurrence, on a choisi le scénario RCP 4.5, et donc sur la période 2049-2068. Donc une fois qu'on a intégré, le climat dans nos outils, l'intérêt c'est, de faire fonctionner notre outil sur des modèles, et en l'occurrence, on va aller modéliser l'impact du stress hydrique plus particulièrement sur les cultures de l'assolement. Le stress hydrique parce que, en fait, derrière chaque, culture de l'assolement qu'on va entrer dans nos modèles, on va avoir ce qu'on appelle des réponses à l'eau qui peuvent aussi, enfin des fonctions de réponse à l'eau qui peuvent aussi s'appeler des fonctions de production. Et pour élaborer ces fonctions, de réponse à l'eau, on va réaliser, des, expérimentations, des essais. Sans entrer dans les détails, l'idée c'est, de comparer des situations, irriguées, non irriguées, avec, différentes modalités d'irrigation pour voir le comportement physiologique des plantes, tout au long de la campagne. On va ainsi donc créer une base de données d'essais, irrigation stressée, non stressée, sur différents lieux, différentes années, et on va, donc créer nos fonctions de réponse à l'eau, grâce à des modèles, grâce à des, modélisations, et donc ça, on va le faire pour les cultures qui seront intégrées dans l'outil. Pour rentrer plus en détail, sur le fonctionnement de l'outil, je vous ai expliqué le principe, général. Maintenant je vais poursuivre un petit peu, son fonctionnement, enfin, plus précis. Donc on a parlé de ces 2 aléas, plus particulièrement sur l'aléa climatique. Donc pour compléter, l'aléa climatique, l'outil va donc, en plus de s'appuyer sur, des fonctions de réponse à l'eau, donc sur 20 années climatiques, on va également s'appuyer donc sur la modélisation du bilan hydrique, et notamment sur, l'outil IRELIS, le même moteur de calcul que, l'outil IRELIS d'Arvalis.
Et pour simuler la variabilité économique, on va, générer 500 scénarios de prix par culture qui vont aller, donc simuler les aléas de marché. Et donc pour ça, on va, obtenir donc en sortie donc des rendements sur 20 ans et donc nos prix. Comme données d'entrée, donc on va s'appuyer, comme je l'ai expliqué, sur, les données, météo, donc climatiques, passé, futur, donc les données du GIEC mis à disposition par Météo France sur le portail DRIAS. On va s'appuyer sur, des types de sols, en particulier des niveaux de réservoirs utiles. Et puis on va intégrer tous les paramètres de culture, et les différents assolements qu'on veut tester. Et pour obtenir nos indicateurs de sortie, en particulier les indicateurs économiques, on va aller rentrer également donc des charges de culture, des coûts d'irrigation, sur les scénarios irrigués et des temps de travaux pour obtenir donc en sortie des indicateurs de marge nette, de consommation en eau d'irrigation et de temps de travail. Voilà, et on va pouvoir donc comparer nos différentes simulations, sur la base de ces indicateurs principaux. Donc quelles cultures sont, intégrées dans l'outil, actuellement? Donc, l'outil a été créé, donc par Arvalis et Therinovia. Enfin dans le projet initial, Arvalis et Therinovia étaient présents. Donc, les cultures sont majoritairement donc des cultures qui sont portées par ces 2 instituts. Donc notamment les céréales d'hiver, maïs, sorgho, et puis les oléoprotéagineux, donc, colza, pois, soja, févrole, tournesol. Et sur les cultures, non paramétrées, donc, on a des cultures qui sont en cours de paramétrage telles que, la pomme de terre ou les cives d'hiver. On a des cultures sur lesquelles, donc, on est à la première phase, on va dire, de création de nos fonctions de réponse à l'eau. Donc les essais sont encore en cours, donc c'est le cas, du lin fibre, des cultures fourragères et de la betterave sucrière. Et puis il y a des cultures sur lesquelles on n'a pas, suffisamment de données dans la bibliographie ou de données d'essais, qui nous empêchent pour l'instant, d'intégrer ces cultures dans l'outil, mais qui par ailleurs sont des cultures qui sont, hem, intéressantes et de plus en plus demandées, dans les assolements, en particulier en lien avec l'adaptation au changement climatique. Alors une fois que je vous ai présenté, l'outil, donc l'idée c'est de projeter donc cet outil, sur, les plateformes CIPRE. Et donc d'aller comparer donc les assolements de systèmes, témoins et de systèmes innovants au travers de notre outil. Donc pour ça, on va aller, regarder, nos, 2 périodes climatiques, donc passé proche et futur, sur le RCP 4.5, et donc on va avoir 4 situations à comparer. Donc le système témoin, en période passée, en période future, système innovant, période passée, période future. Donc quelles données d'entrée on va pouvoir mettre? Enfin, quelles hypothèses d'entrée plutôt. Donc on va, partir en fait, de rendement potentiel. Donc, je ne l'ai pas reprécisé, mais pour, nos, fonctions pour faire enfin, heu, dans nos fonctions de production, donc le modèle va, aller, en fait, donc simuler un rendement, lié au stress hydrique de l'année. Mais, pour ça, on va rentrer un rendement potentiel qui correspond au rendement, donc hors contrainte hydrique. Et pour définir ce rendement, on a choisi de prendre le rendement maximal enregistré sur les années, d'essai des plateformes CIPRE, et ça sur les années 2017 à 2021. Pour les hypothèses de charges et de prix de vente, donc, pour les charges, on a pris donc la moyenne olympique des années d'essai, là encore sur les années 2017 à 2021, et on s'est appuyé sur l'outil, Cister, et on a pris des hypothèses de semences de ferme, de couverts de févrole, en plus du coup des hypothèses de Cister. Pour les prix de vente, donc on est parti sur des scénarios de prix, les scénarios de prix qui sont intégrés dans l'outil, donc qui sont générés sur de la période 2009-2019. Et puis enfin, on a, certains éléments, comme je vous disais tout à l'heure, qui ne sont pas dans l'outil, notamment, des prix de vente et des rendements qui ne sont pas, disponibles du fait, que les cultures,
ne sont pas paramétrés dans l'outil. C'est notamment le cas, du pois chiche et du sarrasin, mais aussi des cives actuellement et de la lentille, du millet et cetera. Donc, pour résumer la méthode, donc l'objectif de l'outil Azalée, c'est de regarder l'impact du stress hydrique sur les rendements, les marges nettes et dans le cas de systèmes irrigués, des volumes d'eau d'irrigation. C'est un outil de comparaison d'assolement, mais c'est aussi un outil de co-conception, mutuelle, d'aide à la réflexion, à l'échelle du système. En revanche, ce qui n'est pas pris dans l'outil, donc on a, comme on est uniquement sur le stress hydrique, donc on ne prend pas en compte, tout ce qui est stress thermique, notamment l'échaudage thermique. On ne prend pas en compte non plus les excès d'eau et l'hydromorphie, hivernale. Donc on est limité dans le nombre de cultures, paramétrées et on ne prend pas en compte, des effets agronomiques, en particulier, sur l'enracinement, les bioagresseurs. Dans le cadre du changement climatique, on pourrait aussi parler du CO2 ou d'autres effets. Voilà, donc on va vous présenter maintenant, l'application, à la plateforme, Cyprolorage et on va débuter par une présentation donc de la plateforme par, Eva. Oui, donc simplement pour vous situer parce que, bon, vous êtes, pas forcément tous du coin, dans la liste là des participants. Pour vous situer un petit peu, la plateforme du Lauragais donc, et vous rappeler déjà dans un premier temps que, dans le cadre de ces plateformes, hein, l'idée c'est, de pouvoir, comparer des systèmes de culture, innovants, à des systèmes témoins, assez référents, sur le secteur qu'on étudie. Donc il y a 5 plateformes France et donc la plateforme de Cyprolorage, elle est située, je vous l'ai dit tout à l'heure, au sud de Toulouse. Donc on est sur un secteur, qui est, en coteaux. Donc je vous ai mis une petite photo, on est sur des sols qui sont, relativement argileux, qui nous posent, voilà, beaucoup de problématiques, hein, notamment, sur le travail du sol, et donc qui nous imposent, un certain nombre de façons de faire, dans la région, notamment quand on commence à mettre en œuvre, et à mettre en place des couverts végétaux, durant l'hiver. Donc on est sur une topographie, effectivement qui est assez accidentée, et le marqueur fort, de la région, hein, c'est la sensibilité à l'érosion et c'est, vraiment l'axe qu'on a pris, nous, sur la plateforme expérimentale, donc de mettre en place, un système innovant qui nous permette, notamment de répondre à cette question, d'érosion des sols. On est sur des secteurs où la réserve utile est moyenne à bonne, alors, on dirait bonne dans les fonds de vallée, là on se situe plutôt sur un coteau, donc on est plutôt sur une réserve utile moyenne et sur des secteurs où, on a quand même, des déficits hydriques conséquents, au printemps et durant l'été avec, des températures de plus en plus échaudantes et notamment du vent d'autant. Et Alice vous présentera tout à l'heure un petit peu les simulations qu'on a pu faire sur, les évolutions climatiques. Donc, pour cette plateforme, en fait, on réintègre un petit peu cette plateforme expérimentale au travers d'une ferme qu'on imagine de 170 hectares. Donc sur ces terres-forts moyens, alors le terre-fort, c'est la définition du coin, donc c'est un argilo-calcaire, voilà, un sol argilo-calcaire moyen, de la région. Alors, pour vous présenter maintenant, un petit peu les 2 systèmes de culture qui sont testés, sur la plateforme expérimentale, et qui ont pour vocation de répondre à ces objectifs et ces enjeux qu'on a travaillé, donc en local avec un certain nombre de partenaires et d'agriculteurs. On a un système assez simplifié, je vous disais, qui est, notre système témoin de référence, qui est un système, qui a été longtemps, le système, du secteur du Lauragais et voilà, qui est quand même, largement représenté encore à l'heure actuelle. Et puis on a réfléchi à un système de culture, innovant qui intègre un certain nombre de leviers. Donc voilà, on est sur une rotation de 8 ans
avec, l'introduction d'espèces, voilà, telles que le pois chiche, le sorgho, le pois d'hiver. Et puis, un enchaînement, de techniques et notamment de semis de couverts, et d'une succession de 2 couverts, donc un couvert d'été, composé de sorgho fourragé principalement et un couvert d'automne, composé de févrole en majorité et on intègre dans ce système-là, à la fois, du travail simplifié, voire du semi-direct quand c'est possible, avec la possibilité sur la plateforme, d'utiliser des techniques, de RTK, donc qui nous permettent, effectivement d'être relativement précis. On intègre également, un certain nombre de leviers agronomiques, en plus de cette rotation diversifiée, dans le but, de venir, réduire la dépendance aux intrants. Donc on a été, dans plusieurs projets où l'objectif, hein, c'était, et notamment le projet Redius, l'objectif c'était de diminuer, le recours aux intrants, et notamment, aux herbicides et au travers de cette plateforme-là, donc on est, dans un système où on a réduit progressivement, jusqu'à supprimer l'utilisation du glyphosate. Voilà et puis, vous voyez qu'on a d'autres enjeux autour de ce système, donc autour de l'amélioration du bilan énergétique. Donc on réfléchit maintenant, dans le cadre d'un autre projet, hein, sur tout ce qui est stockage de carbone, réduction des émissions de gaz à effet de serre et également l'amélioration de la performance, économique, de l'exploitation. Voilà. Merci Eva. Alors du coup, pour débuter, donc on a commencé on a commencé notre étude, sur justement la plateforme Cyproloraguet par une étude climatique. Donc, c'est-à-dire qu'on a commencé à regarder un petit peu, comment les indicateurs climatiques, se comportaient avec nos fichiers climatiques du GIEC, donc passé et futur sur le RCP 4.5. Donc, on a remarqué, d'abord donc l'augmentation de la température moyenne, tout au long de l'année. Sur la pluviométrie, donc on avait, des choses un petit peu plus variables, donc qui ne sont pas présentées ici, mais avec, des pluies, moins importantes sur la période, estivale, donc de juin à septembre, mais également de novembre à décembre, donc des pluies, par contre qui, le reste de l'année, donc plutôt sur la partie, automne, et début de printemps, donc beaucoup plus abondantes. Et donc le graphe qui est présenté ici, c'est, la comparaison de l'ETP, donc cumulé mensuellement, voilà, avec, la différence entre, la période passée et la période future. Donc, vous pouvez constater ici, les évolutions, donc les augmentations d'ETP, donc en tendance et des différences qui sont plus marquées donc sur la période estivale avec des ETP qui sont beaucoup plus variables, donc une variabilité plus importante également sur cette période estivale. Donc ces éléments-là, ils ont été donc pris en compte, dans l'outil Azalée, donc dans nos simulations. Donc c'est ça qui nous a permis ensuite donc de lancer l'outil, enfin de simuler l'outil, selon la méthode qui vous a été présentée précédemment. On a commencé à regarder, d'abord, la simulation des rendements, donc à l'échelle des espèces, heu, sur les différentes espèces à l'échelle du système. Donc entre la période passée et la période future, on a pu noter une perte, de rendement pour les cultures d'été de l'ordre de 15 en moyenne, donc liée au stress hydrique et puis une perte, donc moins importante sur les céréales à paille, donc de l'ordre de 3 à 4. Donc quand on regarde, le comportement, enfin les rendements du coup sur la partie sur la période future, donc le scénario futur. Donc on peut regarder, d'abord, donc culture par culture. On constate d'abord que le blé a une sensibilité, donc plus variable au stress hydrique que le blé dur. Attention néanmoins, puisqu'on parle bien de stress hydrique ici, donc on n'a pas de prise en compte du stress thermique notamment, ni de l'hydromorphie. Donc les tournesols, que ce soit pour le système innovant, le système témoin, donc réagissent de la même manière, en termes de rendement, donc avec un même rendement potentiel, des variations qui sont, très similaires. Et ces variations proviennent, de l'itinéraire technique en fait, puisqu'on a une présence de couverts, donc avant le tournesol innovant.
Voilà ce qu'on constate, également sur le terrain. Donc dans nos simulations, le colza est très peu variable. Attention puisqu'on a une sensibilité hydrique qui est majeure au moment du semis, mais qui n'est pas prise en compte dans la fonction de production. Donc d'où le fait que la variabilité est très faible, puisque là on est sur, la durée du cycle, donc sachant que le colza est une espèce qui est assez difficile à modéliser. Le pois d'hiver et le sorgho donc sont, globalement les cultures les plus sensibles, enfin avec la plus de variabilité, plus sensibles aux aléas climatiques. Et c'est ce qu'on constate également sur le terrain. Enfin, donc le pois chiche et le sarrasin donc sont des cultures qui sont fixes, ici dans nos modèles. Donc on voit c'est juste un trait. C'est du fait qu'on n'a pas de fonction de réponse à l'eau sur ces cultures-là. Voilà. Ensuite, on a pu regarder donc les marges nettes simulées. Donc là encore, sur, les différentes espèces à l'échelle du système. On constate donc tout d'abord une perte, pour toutes les cultures de l'assolement, de marge nette, qui est de l'ordre de 100 € de l'hectare pour le système innovant et de 130 € de l'hectare pour le système témoin. On constate également donc, des charges plus élevées pour le système innovant du fait des semences de couvert. Je vais y revenir. Donc là encore, on regarde, l'impact sur les cultures. Tout d'abord, donc les blés durs sont plus, on peut voir ici que les blés durs sont plus rentables que le blé tendre, en termes de marge nette. Et on a une différence entre les blés durs, avec qui est plus favorable pour le blé dur témoin du fait des rendements potentiels qu'on a pu voir juste avant. Donc les tournesols à l'inverse sont, péniblement rentables, on va dire. La différence de marge nette, entre les 2 tournesols donc correspond aux charges de couvert, comme je le disais. Donc le colza, là encore, est très peu variable, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est dû, au rendement. Voilà et à l'inverse, donc on a une, variabilité, bon, plus importante donc sur le poids. Ce qu'on peut voir sur le sorgho, c'est qu'on continue à avoir donc, une variabilité importante, mais, tout à l'heure, elle se distinguait des autres en termes la variabilité était vraiment plus importante. Là, on peut voir qu'elle est quand même assez similaire, notamment au tournesol, donc, voilà, c'est dû à l'effet prix et donc dans ce contexte, on a des difficultés à effectivement avoir une rentabilité en termes de marge nette. Attention, petite, note méthodologique, sur le sorgho puisqu'on a pris qu'une année, du fait qu'on avait d'autres types de conduites les autres années. Donc on a aussi ce petit biais-là. Voilà et on note quand même, un point d'attention important qui est qu'on n'a pas de simulation des intérêts agronomiques à long terme dans l'outil. Puisqu'il est donc très important d'avoir une réflexion donc à l'échelle du système et notamment à une échelle, d'intérêt agronomique de nos cultures, puisque nos différentes cultures, voilà, l'intérêt, c'est vraiment de prendre, les bénéfices de chaque espèce et voilà, de mettre au regard de la marge nette globale et dans les intérêts agronomiques, on a notamment donc l'effet, marge pardon, matière organique et c'est là-dessus que Eva donc va vous dire, un mot. Ouais, simplement, voilà, sur ce système-là, alors on l'a dit tout à l'heure, hein, on ne prend pas effectivement en compte, hein, des effets, alors, sans parler de la matière organique, hein, des effets sur la gestion des bioagresseurs. Donc, l'intérêt, hein, d'avoir, cette rotation diversifiée avec un certain nombre de leviers qui ont été mis en œuvre. En considérant par ailleurs que, donc notre système témoin, qui est un système, assez simplifié, hein, ne va pas par ailleurs, dériver ou, avoir, potentiellement à l'avenir, hein, des pertes de rendement, du fait d'une mauvaise gestion, notamment, des mauvaises herbes. En sachant que sur la plateforme, hein, on est, sur une situation, où, progressivement on a vu, apparaître, du raiggras de façon, plus ou moins importante avec, notamment des difficultés de gestion et du raiggras, résistant.
qui, voilà, nous pose, pas mal de questions et qui nous a demandé, voilà, de réorienter et en conséquence, hein, les leviers, qu'on mettait en œuvre sur la plateforme. Donc outre, ces aspects-là, effectivement, il y a également un autre aspect qui est, l'aspect, matière organique. Donc, ça, c'était simplement pour vous présenter, des données qui sont issues de la plateforme. Donc, cette plateforme, hein, on la suit, vous l'avez vu et puis vous aurez l'occasion de le voir pour ceux qui vont participer au colloque, en juin prochain. C'est une plateforme sur laquelle on fait un certain nombre de suivis, que ce soit, maladie, mauvaises herbes, rendement, voilà, qualité, mais également sur le sol, on suit, dans le temps depuis l'implantation de la plateforme, c'est-à-dire en 2015 et voilà, tout au long de la rotation, de façon, à acquérir des références, à la fois sur, l'amélioration, globale, hein, du fonctionnement du sol, mais également, autour de notre problématique, hein, qui est majeure, sur la région, qui est, l'érosion des sols. Et donc là, c'était simplement pour vous mettre en lumière. Alors à gauche, vous voyez, de façon très visuelle, hein, ce qui a pu se passer sur la plateforme. Donc, voilà, en 2020, suite à un orage, printemps, puisque, nous, on est très sujet à cette érosion des sols, au printemps, donc après implantation des cultures de printemps et notamment, le tournesol, sur la plateforme. Donc, vous voyez, vous avez en haut, le système innovant avec, le sol, voilà et la on voit bien, hein, le sol qui a repris de la rugosité et puis, en dessous, vous voyez le système témoin, qui, commence à voilà, à montrer des signes, d'érosion avec de l'eau, qui stagne et qui, voilà, qui n'arrive pas à pénétrer. Donc on a vu visuellement, beaucoup de choses en ce qui concerne l'érosion des sols sur la plateforme et ça s'est, concrétisé ou en tout cas, on a un certain nombre de mesures qui nous montrent, notamment que, c'est lié en partie, hein, à l'augmentation de la teneur en matière organique, sur l'horizon 0,20 sur la plateforme. Donc vous voyez ici sur le graphe de droite, vous avez les teneurs en matière organique en pourcentage. Depuis le point de départ, donc en 2015 et jusqu'en 2021 puisqu'on a fait un point à la mi-rotation pour voir un petit peu, les évolutions de teneur en matière organique et ce que vous pouvez voir ici, c'est, donc vous avez en rouge, foncé le témoin qui lui aussi, en fait, continue de progresser, puisque, alors malgré le fait qu'on soit sur une rotation simplifiée, sans couverts végétaux, on a fait le choix de restituer les pailles et donc, rien que de restituer les pailles de céréales, on arrive, quand même à augmenter, la teneur en matière organique. Néanmoins, vous voyez, dans le système, innovant, on couvre à plus de 90. Bah, en fait, on fait, 2 fois plus d'augmentation de la teneur en matière organique. Globalement, on a pris, 0,3 points en 6 ans, ce qui est assez bon, hein, par rapport à ce type, voilà, de suivi qu'on peut faire et ce qui nous conforte, par tout ce qu'on peut voir sur le terrain. Juste pour vous donner une ordre d'idée sur la plateforme, on a fait ce choix de double couvert aussi pour, se laisser l'opportunité de remettre de la matière, au sol, même si les conditions, n'étaient pas, forcément favorables et ce qu'on s'est rendu compte, hein, c'est qu'en moyenne, sur notre couvert d'été, donc qui est un couvert qui est semé, juste après moisson des céréales à paille, et puis, qui est enfoui en fait, au mois de septembre-octobre avant l'implantation du couvert hivernal. On arrive en moyenne à atteindre les 3,6 tonnes de matière sèche, hem, ce qui est, plutôt à l'hectare, ce qui est plutôt, bien. Et on complète ces tonnages de biomasse par un couvert hivernal, qui lui, en moyenne, nous permet de restituer à peu près 2 tonnes de matière sèche, au sol. Voilà, sans compter, effectivement dans notre système, la possibilité de conserver ou non le sarrasin, puisque vous avez vu qu'on a un système où on vient semer en direct du sarrasin, derrière un poids
Et dans ce cadre-là, en fait, on a fait la stratégie, opportuniste de dire, bah, soit on récolte le sarrasin et on est en capacité de le faire, 1 année sur 2, ou alors on l'enfouit. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, bah, ce sarrasin nous apporte quand même encore 2 tonnes supplémentaires de matière sèche qu'on restitue au sol. Donc voilà, c'était simplement pour vous dire que tous ces aspects-là, ne sont pas traités, par la modélisation, et donc ce qui explique aussi en partie, hein, les résultats qu'on peut voir aussi, via le modèle. Voilà. Donc les Je vous derniers laisse résultats poursuivre. qu'on voulait vous montrer, c'était les résultats, donc de marge nette simulée à l'échelle du système donc, entier, système témoin, système innovant. Voilà, donc la première chose qu'on voulait vous enfin préciser, c'est le fait enfin l'hypothèse importante que toutes les cultures ont le même poids dans l'assolement, en fait. Enfin, c'est un choix qui a été fait, mais on a vu donc tout à l'heure que le système, voilà, il entraîne une réflexion sur la prise de risque, à l'échelle du système et notamment sur, bah, des surfaces qui pourraient potentiellement être différentes entre les cultures selon la rotation qu'on souhaite mettre en place à des endroits différents, par exemple, de l'exploitation, sur des zones à fort, ou à plus faible potentiel, par exemple et pour, maximiser les bénéfices de chaque culture, individuellement, heu, au regard de la répartition dans l'exploitation. Donc cela étant dit, donc voici les résultats donc sur les donc de marge nette sur, à l'échelle des systèmes. Donc, ce qu'on peut voir là, donc sur ce graphique, c'est, que le changement climatique, a en lien avec le stress hydrique, donc affecte de la même manière le système, témoin et innovant puisqu'on a en moyenne, 16 de perte de marge nette entre la période, climatique passée et future. Voilà et donc la présence de cultures à forte variabilité, comme on l'a vu tout à l'heure, ne semble pas entraîner une dégradation, de la variabilité, globale des marges nettes. Donc on a un écart type, en augmentation de 28 sur le système témoin et de 38 sur le système innovant. Mais attention car le sarrasin et le pois chiche, sont, fixes du fait qu'on n'a pas de fonction de réponse à l'eau et donc biaisent, notre, enfin éventuellement la variabilité. Voilà et on peut, également ajouter qu'en moyenne donc sur la période future, l'écart entre, le système témoin et le système innovant est de 160 € de l'hectare, à la défaveur du système innovant. Voilà donc, pour conclure donc, premiers enseignements donc, voilà je vais passer rapidement mais la nécessité de réfléchir sur la gestion des risques, comme on l'a dit et la répartition des espèces à l'échelle d'exploitation. Donc l'introduction des couverts dans la rotation qui ne dégrade pas la productivité, mais impacte les performances économiques, on l'a vu au travers des charges. Les pertes de marge nette qui sont équivalentes entre les 2 systèmes, entre la référence, enfin la période passée et le scénario futur et la variabilité qui n'est pas dégradée entre les 2 systèmes, voilà et on constate qu'elle augmente du coup, sur le scénario, futur, de l'ordre de 30. Un rappel sur les limites de l'étude, important à prendre en compte, donc les rendements et prix fixes, sur les cultures, donc les pois chiches et le sarrasin. Pas de prise en compte d'autres, facteurs, à part, donc le stress, hydrique, donc notamment, on l'a évoqué l'enracinement, les bioagresseurs, voilà le stress thermique, les contraintes liées à l'azote et cetera. Et puis, pas de prise en compte, des autres bénéfices du système CIPRE, donc l'amélioration de la fertilité du sol, l'infiltration, la rétention d'eau, l'augmentation de la teneur en matière organique, la réduction du risque érosif et cetera. Voilà donc les grands enseignements donc, voilà, maintenir une part significative, d'espèces à valeur ajoutée dans le système pour maintenir la rentabilité. Donc ça, c'est un trait qu'on a pu voir, enfin globalement, c'est un enseignement important. Nécessité de réfléchir sur, la gestion des risques et la répartition des espèces à l'échelle de l'exploitation. Profiter des services, notamment agronomiques des cultures mineures et combiner les approches et les leviers pour sécuriser les rendements. Donc ça, c'est un objectif, à fixer.
voilà, et l'importance du sol, et la préservation du sol, en particulier le risque érosif, et l'adaptation continue du système de culture est nécessaire sur plusieurs années. Voilà. Donc, quelle suite pour cette étude? Donc, la perspective à court terme, c'est, de poursuivre cette étude sur les autres plateformes CIPRE, à commencer par la plateforme Berry, et ensuite les autres plateformes, une fois que, une majorité de cultures seront intégrées dans l'outil. Et puis on a voulu, aussi, donc évoquer l'utilisation d'Azalée sur, d'autres types d'usages. Donc là, on a vu, l'application sur, les plateformes CIP, mais on a, actuellement en cours donc 7 projets territoriaux, en partenariat avec de nombreux partenaires, donc majoritairement sous forme d'appel à projets, donc de projets sur plusieurs années, qui sont actuellement en cours ou, terminés, et dans lesquels on va, mobiliser des agriculteurs dans le cadre d'ateliers de co-conception, notamment de co-conception de scénarios, d'assolement en adaptation, au changement climatique, de création de cas types, locaux, et puis, donc la partie évaluation de ces scénarios, d'adaptation au changement climatique. Voilà, et je vais laisser, donc, Marie conclure. Je vais remettre mon micro. Merci Alice, et Eva pour la présentation. Alors je propose qu'on utilise le dernier quart d'heure qui nous reste pour répondre aux questions, qui sont posées dans le chat, et juste, une information supplémentaire, le 4e webinaire de cette série aura lieu le 5 février, 2024, donc je vous invite à vous y inscrire, et on abordera, l'effet des leviers de la diversification des cultures, sur les performances, pardon, des systèmes innovants CIPRE. Vous pouvez retrouver le lien, également sur le site internet de CIPRE. Donc première question, de Anne, Glandieres. Une amélioration future de l'OAD Azalée devait intégrer prioritairement les bioagresseurs compte tenu des fréquences augmentées, des bioagresseurs connus, l'apparition de nouveaux en lien avec le changement climatique, la prolifération, mais clairement en sursis, le maintien de certaines cultures et assolements, et pas des moindres. Alice, est-ce que ça fait partie des prochains développements? Alors, oui, c'est une bonne remarque. Donc c'est vrai que, c'est voilà, comment dire? C'est un enjeu qui est important sur, de nombreuses régions, et auquel on est confronté dans différentes études. Donc aujourd'hui, on n'a pas le pouvoir, enfin, on n'a pas les modèles, suffisamment, robustes pour pouvoir, intégrer les bioagresseurs dans nos modèles. Donc c'est simplement, la raison pour laquelle on les a pas. En revanche, on peut envisager potentiellement, voilà, déjà d'estimer éventuellement des pertes, de rendement liées aux bioagresseurs, sous forme de, comment dire? À dire d'experts, on va dire. Et c'est notamment ce qu'on va faire dans le projet, Climacrops, donc, un projet, qui se déroule actuellement en Alsace, et sur lequel on va, donc compléter avec ces aspects. Une seconde question, pourquoi avoir choisi le scénario 4.5? Ce scénario n'est pas-t-il trop optimiste au vu des trajectoires climatiques de ces dernières années? Oui, alors c'est une bonne remarque également. Donc le scénario 4.5, en fait, enfin, il faut imaginer que, en fait, à nos échelles de temps, enfin, on a fait ce choix parce que, hem, donc initialement, on avait testé nos modèles sur les scénarios 4.5 et 8.5, et en fait, on se situe donc à la période, 2040-2060 en gros, et c'est une période où il y a une forte, incertitude entre les modèles, et donc, parce qu'en fait, c'est enfin, entre les scénarios. Ce qui veut dire que les scénarios se distinguent plutôt à partir de, 2060-2070. Donc, comme on a de fortes incertitudes entre les 2 scénarios, on a choisi, voilà, de prendre le scénario 4.5 qui était, bah, le plus, enfin, en tout cas, ce qu'on considérait à l'époque comme le plus probable. Voilà. Par contre, si on regardait à des échelles de temps plus tardives, on pourrait donc, comparer par exemple le 4.5 avec le 8.5. Est-il possible d'intégrer des données déjà saisies dans Sister? Alors oui, oui, en fait, Azalea, c'est un outil qui est sous forme, web, et qui a pour intérêt d'être, assez facile d'utilisation, et on a, la possibilité de rentrer dans l'outil, du coup, les charges,
et on peut donc il y a pas opérabilité avec Sister aujourd'hui. En revanche, on peut, prendre, donc les données de sortie Sister et les rentrer dans Azalea, manuellement, mais c'est pas forcément, très long puisqu'on a besoin simplement de données de charge, donc charge opérationnelle, charge fixe, voilà. Qu'est-ce qui est intégré dans les marges nettes? La main-d'œuvre, le matériel, et cetera? Oui, c'est ça. Alors, en fait, comme on s'appuie, sur Sister, on va aller rentrer, donc pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec Sister, donc c'est un outil d'évaluation multicritère qui va aller, donc simuler un système, dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on va rentrer, toutes les opérations culturales, donc tous les itinéraires techniques de toutes les cultures de l'assolement et Sister va nous permettre d'obtenir des, enfin des estimations de charges liées au matériel, notamment au parc matériel. Donc on va rentrer également un parc matériel, qui sera rattaché du coup à nos opérations culturales et donc on a intégré effectivement tout ça dedans. Voilà, ce qu'on n'intègre pas, c'est, toute la partie, on va dire, rémunération de l'exploitation, enfin de l'exploitant. Donc c'est la marge nette qui reste normalement, c'est la rémunération de l'exploitant, grosso modo. Quid de la concurrence hydrique liée au couvert versus, le climat à versus un climat à déficit hydrique? Bon, plutôt dans un contexte de climat, à déficit hydrique. Alors, donc aujourd'hui, on n'a pas l'intégration des couverts dans notre outil. C'est-à-dire que pour l'instant, les couverts, ils impactent uniquement, la quantité d'eau, disponible dans notre réservoir utile au semis de la culture, suivante. Mais on a des travaux en cours, sur justement cette concurrence. Donc, pour l'instant, on serait, à mesure de dire que, c'est, la culture qui a le plus de biomasse ou en tout cas qui prend le plus de place qui prendra, l'ascendant sur, la consommation en eau. Voilà, pour l'instant, ce serait plutôt, ce type d'approche qu'on pourrait avoir. Et simplement juste pour compléter, on est, dans une démarche, vous avez vu, où on ne prend pas en compte, l'évolution, probable et enfin certaine, hein, de l'itinéraire technique, également au cours du temps et donc voilà, sur la plateforme, hein, on essaye, d'optimiser le plus possible, c'est-à-dire, de faire en sorte de maximiser la biomasse, des couverts, mais sans avoir d'impact majeur, et notamment, lié à la concurrence hydrique, hein, des couverts, sur la culture suivante. Donc ça nous a demandé, bah, bien sûr une montée en compétences, hein, une maîtrise technique, de la pratique, qui a évolué au cours du temps puisque je vous ai dit au démarrage, hein, on se permettait, l'utilisation du glyphosate, hein, ce qui n'est plus le cas à l'heure actuelle. Donc ça aussi, ça joue, dans le raisonnement, et voilà, on sait que, il y a un certain nombre de paramètres à prendre en compte et notamment la date de destruction et le stade, du couvert pour la destruction, de façon à ne pas, entacher, de façon trop forte, hein, la réserve utile pour la culture suivante et juste j'en profite, pour, glisser aussi que c'est des sujets qu'on travaille, en interne et donc on a un certain nombre d'expérimentations où on vient plus finement, regarder justement cet effet de concurrence hydrique, lié au couvert. Une autre question, les dates de semis sont fixes, pardon, ou sont-elles simulées en fonction de la somme des températures dispo? Alors on s'appuie sur, nos modèles, STAD et nos modèles STAD donc sont en somme de température. Donc on a effectivement des évolutions de dates, de stade qui diffèrent, selon les périodes climatiques. Une question sur les performances d'efficience énergétique de chaque système, présent et futur. Alors, est-ce que c'est présent et futur ou témoin innovant? Mais qu'en est-il de la différence de performance d'efficience énergétique? Alors on n'a pas fait l'exercice, sur les performances d'efficience énergétique, sur l'étude Azalée. Après sur la partie, témoin, innovant, Eva, je ne sais pas si tu as des éléments? Ouais, si, on a alors, l'efficience énergétique, on la calcule, notamment, de par la production, au regard, donc, des charges, qu'on peut avoir,
sur la mise en œuvre de ces systèmes et donc vous l'avez vu, on a introduit un certain nombre d'espèces, qui, en termes de production, hein, sont un peu moindres par rapport à ce qu'on avait, à l'heure actuelle. Donc ce qui fait qu'en termes d'efficience énergétique, hein, on est un petit peu en deçà à l'échelle du système innovant par rapport à ce qu'on produisait, sur notre système témoin. Par contre, par ailleurs, on a regardé, hein, on a fait un bilan, carbone, avec, notamment la méthode label bas carbone et là, à contrario, hein, on a, voilà, maximisé vraiment le stockage de carbone sur notre système innovant et réduit, les émissions de gaz à effet de serre, de par, la stratégie, hein, qu'on a de piloter la fertilisation, pardon et notamment, sur les baies dures. Donc voilà, ça me permet de rebondir sur la question de Joël Lorjou. Donc sur les blés durs, effectivement, on a fait, ce choix de mettre en œuvre, l'ensemble des leviers, que l'on préconise, en tant qu'institut technique, et notamment donc le pilotage, de la fertilisation sur les blés durs avec des résultats, plutôt intéressants, en termes de rendement et de qualité. Voilà. Il y a une seconde question de justement Joël Lorjou sur, comment expliquer plus précisément les résultats décevants du tournesol en marge brute? Alors les résultats décevants, bon, il y a, une partie, hein, qui est liée, enfin, ils sont décevants, mais c'est vrai que dans la région, en fait, on est quand même sur déjà des rendements qui sont modérés. Donc on forcément, hein, au regard du rendement et puis, du prix, on se positionne, déjà dans une situation, avec des marges, qui sont, voilà, pas tout à fait, enfin qui sont relativement basses et puis on a pu avoir, certaines années des pertes. Alors, des pertes liées au biograisseur et c'est assez fréquent donc, malgré le fait qu'on sécurise, notamment, des problématiques d'oiseaux, qui sont, quand même assez fréquentes. Qui sont liés au dispositif et pas que, voilà, mais c'est vrai que, puisque dans la région on est assez concerné, mais également, voilà, des soucis de chevreuil, de sanglier, enfin voilà, des petites bêtes qui ont pu, voilà, nous diminuer un petit peu, au démarrage notamment le taux de levée sur tournesol. Néanmoins, ce qu'on constate là depuis plusieurs années, donc on sécurise, hein, on met des filets, on a une stratégie, pour sécuriser et pour essayer de gommer cet effet dispositif. Ce qu'on constate, c'est que on est globalement en amélioration, c'est-à-dire que, c'est vrai que les années, précédentes, on avait, enfin au début du dispositif, un tournesol innovant qui était toujours un petit peu inférieur en termes de rendement par rapport aux témoins et là, depuis 3 ans, on voit que les choses sont en train de se gommer et cette année, on a même, des résultats, meilleurs sur l'innovant que sur le témoin, voilà, malgré la présence de couverts. Autre question, les stress thermiques non pris en compte peuvent être impactants sur les cultures où les marges nettes se maintiennent. Pourquoi avoir fait ce choix? Alors simplement, là encore, parce qu'on n'est pas en mesure de le modéliser aujourd'hui puisque, donc initialement on avait des références bibliographiques telles que le seuil de 25°, mais qui a été, remis enfin sur blé, tendre en tout cas, qui a été remis en question récemment. Donc, pour l'instant, on attend on souhaite, voilà, monter en compétence sur le sujet avant de pouvoir l'intégrer dans l'outil. Et puis là encore, on pourrait éventuellement, proposer des paires de rendement à dire d'experts qui pourraient être liées à cela, en sachant que, on a toujours cette complexité en fait, comme je le disais tout à l'heure, les cycles sont raccourcis en fait du fait, que nos cultures sont en somme de degrés jour, enfin que les stades sont calculés en somme de degrés jour, donc potentiellement on a des effets d'esquive qui sont, qui peuvent être faits donc voilà, il faudrait creuser en tout cas ce sujet, et mieux le maîtriser. Heu et une dernière question, auprès de qui faut-il se renseigner pour enfin pardon, auprès de qui faut-il se rapprocher pour se renseigner et utiliser Azalée?
Alors, donc aujourd'hui, Azalea, c'est un outil qui est encore en cours, de développement. Donc vous avez pu le voir, il a quand même beaucoup de limites. Donc il a cet intérêt effectivement de pouvoir travailler, enfin, sur le changement climatique et de nous donner des aspects liés au stress hydrique. Mais voilà, il demande encore, un certain temps, de développement. Et puis aujourd'hui, en fait, son utilisation est limitée à des projets de R&D et projets, partenariaux. Voilà, donc pour l'instant, il est vraiment mobilisé dans le cadre de projets territoriaux dans lequel enfin, que j'ai évoqués tout à l'heure. Pour l'instant, il n'est pas forcément envisagé, enfin, i en tout cas pas tout de suite, de le diffuser à l'externe. Voilà, il faudra qu'on commence à se poser la question, prochainement pour avancer un petit peu sur ces questions un peu de diffusion et de partage. OK, donc on a fait le tour des questions du chat. S'il n'en reste pas, je vous rappelle donc que ce webinaire sera mis en ligne sur le site internet de Cypre, dans les prochains jours. Je vous rappelle également la date du 5 février pour, assister à la dernière séquence de cette saison 2 des webinaires Cypre et comme le disait Eva, je vous rappelle plusieurs événements sont prévus, au printemps, sur l'ensemble des plateformes, d'expérimentation Cypre pour partager les enseignements des, 8 dernières années d'expérimentation. Si Donc vous n'avez pas rendez-vous, pour, Cypre-Lauragais, enfin j'ai peut-être Alice, voilà, si tu peux ouais. montrer juste les dates. Donc pour Cypre-Lauragais, ce sera le 6 juin, 6 juin prochain et bon voilà, je prêche pour ma paroisse, venez nombreux. Ce sera sur, Auchan et donc l'idée, c'est de vous partager l'ensemble des résultats, de ces plateformes et d'échanger, avec vous, voilà, sur toutes ces thématiques, variées, que traitent, ces plateformes expérimentales. Merci Merci à à tous pour tous. votre participation.